merci. J'ai appris beaucoup de choses que j'ignorais. Ça fait un peu froid dans le dos d'ailleurs, toutes ces choses qui sont certainement des réalités, des vérités. Cependant, je voterai quand même parce que nous n'avons pas le choix. Et je ne veux pas prendre le risque d'avoir Sarkozy encore pendant 5 ans. Et ça, vraiment, non. Donc, je voterai quand même, malgré tout ce que vous avez exprimé, de façon très claire et tout à fait passionnante. Mais voilà. Parce qu'on n'a rien entendu. Ah, ben alors... Non, madame disait... Non, madame disait... Non, mais c'était un témoignage. C'était pas une question, c'était plutôt un témoignage de madame qui disait que tout ce que j'avais dit était très intéressant, mais que néanmoins, elle irait quand même voter parce qu'elle ne veut pas courir le risque de voir M. Sarkozy être réélu pendant 5 ans. Voilà, c'était un témoignage donc de gens, mais il faut respecter tous les avis. Hein. Alors, il y avait derrière monsieur et puis madame, monsieur... Merci. Bonsoir. J'ai l'occasion de... Alors attendez, il y a un problème avec le micro. Je signale que le micro est fait pour la caméra, mais n'est pas relayé à des enceintes. Donc il faut que vous parliez à très haute voix, comme pour vous adresser à tout le monde, le micro n'étant considéré le micro comme un accessoire qui ne marche pas. D'accord. Donc j'ai l'occasion de parler avec mes amis de l'UPR, de présenter les positions de l'UPR. Et on m'a fait la réflexion suivante. On m'a dit, si l'Europe n'est pas une démocratie, c'est parce qu'on a voté non à la Constitution. Si la Constitution avait été votée, on aurait un Parlement avec des élus qui auraient vraiment du pouvoir. Ce à quoi j'ai répondu, mais le traité de Lisbonne, c'est la même chose que la Constitution. Et on m'a répondu, ah non, c'est pas la même chose. Alors, j'ai pas réussi à obtenir d'autres renseignements de la personne, mais je me souviens plus bien, c'est vieux, mais je sais que si on avait eu la Constitution... Non, donc... mais ça c'est... Que voulez-vous que je vous réponde? Vous avez affaire à quelqu'un qui est victime de l'endoctrinement général. Voilà. Donc votre réponse était la bonne. Effectivement, votre réponse était la bonne. Le fait que le traité, la Constitution a été revotée en l'état. Il n'y a que quelques petits détails. Enfin, ce n'est pas des détails, mais ce sont des petites choses qui ont été retirées, qui concernaient notamment l'hymne national, le drapeau, des choses comme ça. Mais le pouvoir du Parlement n'a pas été modifié d'un iota. Alors maintenant, si la personne ne veut pas vous croire, de toute façon, ce qu'il faudrait que cette personne comprenne, c'est que, mais elle a du mal à le comprendre, c'est qu'il n'y a pas de peuple européen. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sentiment de solidarité entre les peuples. Enfin, il peut y en avoir un petit, hein, mais il n'y a pas plus de solidarité entre les Français et les Allemands qu'entre les Français et les Guatémaltèques. Bon, c'est comme ça. Il y a d'ailleurs plus de sentiments de solidarité des Français pour les Tunisiens, par exemple, les Libanais, les Algériens, les Sénégalais, les Vietnamiens, les Québécois, que pour les Chypriotes ou les Estoniens. Voilà, c'est comme ça. Alors, le problème que se pose, c'est que ce monsieur ne se rend pas compte de ce dont il parle. Il ne se rend pas compte qu'en réalité, au sein même, par exemple, du Parlement européen, au sein même du même groupe socialiste, il y a des opinions qui sont extraordinairement divergentes en fonction des intérêts nationaux. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un problème tellement de... Ce que ne comprend pas ce monsieur, c'est que tous les gens pour qui nous votons n'ont plus le pouvoir, que le pouvoir a été décidé par d'autres qui ont d'autres intérêts. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, je suis très confiant pour la croissance de notre mouvement, puisque j'ai la faiblesse de croire que mes analyses sont les bonnes. Et si mes analyses sont les bonnes, c'est parce que j'ai vécu dans ce marigot de la politique, pas dans la politique, dans le marigot des cabinets ministériels, des prises de décision pendant une dizaine d'années. Donc j'ai compris comment ça marchait. Donc moi, je souhaite, enfin je ne le souhaite pas, mais je vais prendre comme vous les événements tels qu'ils arrivent. Aujourd'hui, il semble que M. Hollande a de très fortes chances d'être élu. Eh bien, je donne rendez-vous donc à nos concitoyens dans 1 an. Et vous allez voir que votre monsieur sera le premier
à se dire mais comment ça se fait, enfin je ne sais pas quelles sont ses opinions, mais comment ça se fait, quelle déception, comment c'est possible, il a décidé de remettre en cause les CDI, il fait une rigueur que même Sarkozy n'aurait pas voulu. Mais ça, cette personne-là, il faut lui dire maintenant, lui dire attention, hein, vous aurez été prévenu. Il y a un mouvement politique qui ne cesse d'expliquer aux Français ce qui se passe. Si vous ne voulez pas le comprendre et le croire, c'est votre problème. Mais ne venez pas dans un an nous expliquer que vous ne comprenez pas pourquoi M. Hollande a trahi à son tour ses objectifs. Voilà. Monsieur Asselineau, bonsoir. J'ai été très intéressée. Je voudrais vous poser une question. Vous prenez comme exemple Monsieur Hollande. Et vous dites, demain il est élu, ce qui a de grandes chances, malheureusement. Il va voir Merkel et il lui dit bah non, on ne veut plus de votre traité, on renégocie. Donc vous dites que Merkel va lui dire mon petit, tu repasseras. Alors moi, je me tourne vers vous. Vous auriez été. Demain, vous êtes à sa place. Comment. Ben voilà. Comment vous abordez Madame Merkel pour lui dire que vous voulez sortir de l'Europe et de l'euro, forcément. Et ma deuxième question, c'est savoir, est-ce que, de toute manière, que ce soit l'un ou l'autre, qui veuille vraiment jusqu'à fond sortir de l'Europe, est-ce qu'on ne va pas recréer un conflit majeur avec l'Allemagne? Alors, la réponse... Oui, merci de ces questions qui sont, si vous me le permettez, pertinentes et impertinentes. Non, ce sont des bonnes questions. La grande différence entre M. Hollande et moi-même, c'est que moi, si j'avais pu être candidat et si j'avais pu être élu, c'est que j'aurais été élu sur un programme qui est un programme tout à fait clair, qui est un programme où, je l'ai expliqué d'ailleurs quand j'ai présenté mon programme, j'ai eu à cœur de présenter aux Français un programme avec des mesures qui ne dépendent que d'eux. Parce que l'article 50 du traité sur l'Union européenne dit qu'un État peut sortir de l'Union européenne s'il le décide, et qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit faire une notification aux autres États et entrer dans un processus de négociation avec ces autres États. Et si la négociation, par hasard, capotait, n'arrivait pas à trouver une conclusion parce que d'autres États mettraient des bâtons dans les roues, au bout de 2 ans, de toute façon, l'État sort de l'Union européenne. Donc, moi, je proposais aux Français quelque chose qui ne dépendait que d'eux. C'est toute la différence. Tandis que là, vous avez M. Hollande, comme tous les autres, font des propositions qui ne dépendent pas que des Français, qui dépendent du bon vouloir, pas seulement de l'Allemagne d'ailleurs, mais aussi des 26 autres, enfin des 25 autres. Ça dépend aussi du bon vouloir des Anglais, des Néerlandais, des Belges, des Italiens, des Espagnols, des Polonais, des Suédois, des Finlandais, des Danois. Ça dépend du bon vouloir de tous ces États. Donc c'est là où il y a un vice, si vous voulez, c'est que ça ne dépend pas que de nous. Donc, alors, vous me dites qu'est-ce que nous ferions ? Ben, nous n'aurions pas à demander l'autorisation de Mme Merkel, ni son avis, ni son feu vert, puisque c'est nous qui prendrions la décision. Le deuxième point, par ailleurs, vous me dites un conflit. Moi, je ne pense pas, personnellement, qu'il puisse y avoir de conflit quand on applique un traité. Vous savez, moi, je connais assez bien le monde allemand. Oui, j'ai un peu vécu en Allemagne. J'ai des amis allemands. Les Allemands sont des gens qui sont des gens de droit écrit. Donc, quand on dira aux Allemands, il y a un article, qui est l'article 50, article 50, qui prévoit ça, les Allemands sont des gens qui se rendent à cet argument sans aucun problème, puisque c'est écrit, et qu'ils en sont tombés d'accord. Donc il n'y aura pas de problème. Tandis que ce que veut faire M. Mélenchon, ou M. Hollande, ou Mme Le Pen, ou M. Tartemuche, eux, ils se disent, je vais aller voir les Allemands et je vais leur faire une partie de bras de fer sur le thème, il n'est pas question d'accepter ce qu'on a le contrat. Mais ça, c'est justement ce qui sort c'est justement l'antithèse de l'esprit allemand. Ça, c'est très, très français. Les Français sont un peuple qui croit que l'on peut toujours passer par derrière, que les engagements, c'est pas très important, qu'on trouvera une solution, et ci et ça. Les Français sont des gens qui ne traversent pas au feu rouge, par exemple.
Parce qu'on ne se sent pas lié par des règlements. Voilà. Quand vous êtes en Allemagne, tout le monde attend qu'on est là, et vous savez, parce que... Et oui. Et les Allemands, sur une autoroute, quand c'est limité à 130, ils roulent à 130 sur les routes. Mais comme sur les autoroutes, c'est pas limité, ils font du 200. Parce que dans un cas, ils respectent, dans l'autre cas, ils respectent. Alors que nous, les Français, c'est limité à 130, on fait du 150. Voilà. Non, mais c'est... Voilà. Donc ça veut dire qu'on est face vraiment à un choc culturel. C'est que les Français n'arrivent pas à comprendre. Les Français disent « Ah, mais ces Allemands sont vraiment ils sont bouchés. » Non, ils ne sont pas bouchés, ils sont comme ils sont allemands. C'est-à-dire qu'eux, ils respectent... Moi, personnellement, je dois avouer que j'ai un petit côté allemand chez moi, parce que je suis de l'avis que lorsqu'on a tapé sur un truc et qu'on a signé un contrat, c'est un contrat. Sinon, c'est la loi de la jungle. Donc ce que proposent les Français, mais vous savez, ça fait des siècles que le monde germanique reproche aux Français d'être un peuple superficiel et primesautier. Parce que c'est un peuple sur lequel on ne peut pas compter, parce qu'il y a toujours un truc, il faut toujours changer un truc. Mais ça les horripile. Bon ben voilà, c'est comme ça. C'est d'où la grande sagesse qu'il y a à ce que chacun soit chez soi, et les vaches seront bien gardées. Monsieur, alors, Monsieur Asselineau, on ne peut que vous suivre quand vous exposez la logique des principes des traités. Mais vous n'épuisez pas du tout la question essentielle que vous imposez, madame, en faisant cela. Pas du tout. Car vous savez très bien que les rapports internationaux sont faits des rapports de force et non pas de justice et non pas de droit. Et par conséquent, quand vous avez... Là, j'ai relevé que vous venez de vous aventurer jusqu'à dire que les traités internationaux assuraient de toute manière la paix. C'est tout à fait faux. Toute l'histoire est là en faux pour le démontrer. Et je vais vous rappeler qu'il y a la Constitution américaine et la guerre de sécession. Et les batailles de juristes de mauvaise foi des deux côtés. À côté, même un peu plus de mauvaise foi que de l'autre. Bon, eh bien c'est toujours comme cela. Ce sont les intérêts qui commandent les guerres. Et les rapports de force. Et donc, vous arriverez avec votre... Si vous étiez en situation avec votre article 50, et vous auriez raison. Et vous auriez le droit pour vous. Mais si vous êtes un pays faible et divisé, il ne se passera rien, vous risquerez même une intervention étrangère. Voilà. Alors... Non, mais non, mais les interventions de M. Boursier de Carmon sont toujours très percutantes et pertinentes, j'avoue. Bien sûr, je suis d'accord que, au bout du compte, l'ultima ratio, c'est les rapports de force. Cependant, nous sommes quand même sous l'empire du droit, et donc il faut quand même trouver... Si on vient en fonction... Pour appliquer un article d'un traité, on est quand même plus en position de force que si on est là pour dire on va désobéir au traité comme le propose M. Mélenchon. Il y a autre chose aussi, c'est que j'insiste, et je n'insisterai jamais assez sur le fait que les Allemands veulent sortir de l'euro. Et contrairement à ce que certains disent en France, les Allemands sont extrêmement angoissés de ce qui se passe. Pas seulement d'ailleurs les Allemands, mais aussi les Néerlandais, les Luxembourgeois et les Autrichiens et les Finlandais. Mais pourquoi? Mais parce que vous avez vu, je le serinais, ça fait des mois que je le serine, je l'ai dit l'autre fois à BFM TV devant l'air ahuri de M. Nicolas Dose. D'ailleurs, j'ai été puni puisque depuis, je n'ai jamais été réinvité alors que j'avais dit la vérité. C'est-à-dire que j'avais expliqué que le problème numéro 1 de l'euro, c'était que les banques centrales, la Bundesbank, la Banque centrale des Pays-Bas, etc., sont en train de voir leur bilan se gonfler de créances qui proviennent des pays du Sud sur les banques centrales des pays du Sud qui ne valent rien, à la fois à cause du fait que les gens viennent rapatrier leurs euros puisque les euros n'ont pas la même valeur juridique selon l'endroit où ils sont entreposés. Je vous renvoie à d'autres conférences que j'ai faites sur le sujet. Et d'autre part, avec le déséquilibre commercial qui est en faveur de l'Allemagne. Donc l'Allemagne voit avec grande hantise la Bundesbank et son bilan gonfler, ce qui va faire d'une part un risque d'hyperinflation majeure et d'autre part un risque de dégradation totale du bilan de la Bouba, c'est-à-dire revenir à 1923. Donc les Allemands veulent sortir. Et ce sont les Américains
qui tape constamment sur la tête de Mme Merkel pour qu'elle ne sorte pas. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut dire. Oui, mais donc, si la France... Vous savez, il y a un truc qui n'a pas... si vous avez regardé de près ce qui s'est passé au moment des événements grecs, il y avait M. Papandréou qui d'un seul coup a dit qu'il allait faire un référendum. Bon. Moi, j'ai été d'avis de ce... Il y a des gens qui disent « Ah, c'est une dernière manip ». Moi, je n'avais pas senti ça comme ça et je pense que j'avais raison. C'est que je pense que c'est un homme qui, au dernier moment, s'est dit « Quelle est l'image que je vais laisser de moi dans l'histoire de mon pays ?» et qui s'est dit « Je vais quand même demander l'avis des Français. » Des Grecs. Non, le lapsus vient du fait que je pense... Mais je fais une incidente... Je pense que... Non, je fais une incidente... Que, là, je parle, c'est une pure intuition que je dis. Je pense que Jacques Chirac, quand il a fait le référendum sur la Constitution européenne, espérait qu'il serait battu. Voilà, je ferme la parenthèse, parce que je pense qu'il était lui-même sous contrainte d'accepter ceci, et que beaucoup d'éléments un peu imperceptibles permettent de penser qu'il a tout fait pour être battu. Vous savez, c'est de la même façon que Pompidou, le référendum de 72 que Pompidou avait fait, c'est parce que Pompidou savait qu'il était en train de planter un poignard dans le dos de Gaulle et de l'indépendance de la France, puisqu'il s'agissait de faire entrer la Grande-Bretagne. C'est la première chose qu'il a faite. Après, il en est convenu au sommet exceptionnel européen qui s'est tenu à La Haye le 1er décembre 69. Donc ça veut dire que ces dirigeants, à un moment ou à un autre, ils ont quand même des sueurs froides, du moins les gens qui ont un peu de conscience. Je ne parle pas de l'actuel locataire de l'Élysée, mais les gens qui ont un peu une conscience historique de l'image qu'ils vont laisser se disent « Bon ». Donc Papandréou a dit « Je vais faire un référendum ». Et la meilleure preuve que ça n'était pas prévu au programme, c'est que ça a été, vous avez vu, la consternation générale dans toute l'Europe. On a crié au scandale parce qu'il allait demander l'avis de son peuple. Vous vous rappelez ? Il y a un pays qui n'a pas crié à Raux. Sarkozy a crié à Raux contre Papandréou. Barroso a dit que c'était inimaginable. La baronne, la duchesse marxiste-léniniste, elle nous a dit mais non, c'est que ça n'allait pas du tout, etc. Bon, il y a un pays qui n'a pas crié à Raux, c'est Madame Merkel, l'Allemande, qui a envoyé un message qui l'a fait savoir qu'elle comprenait tout à fait la position du Premier ministre grec. Et pourquoi ? Eh bien parce que, d'après les informations dont je dispose, les Allemands auraient adoré avoir un référendum et que la Grèce sorte de l'euro. Ils ne demandaient que ça. Parce que les Allemands veulent sortir de l'euro, mais les Américains, si jamais les Allemands disent ça, boum, il y a un coup de poing sur la figure. Donc les Allemands essayent de trouver des alliés pour leur faire porter le chapeau. Nous avons à l'UPR quelques personnes, des expatriés qui vivent en Allemagne. Nous en avons un qui est dans un endroit très bien situé pour me donner des informations très intéressantes et qui me dit que les Allemands parlent de die Schmerzgrenze, c'est-à-dire la frontière du mal. Vous tapez sur quelqu'un, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Donc non. Et puis à un moment, ça fait tellement mal que ça fait plus mal. Et donc on est en train d'en arriver là. C'est-à-dire que les Américains exigent des Allemands, et il y a un moment à partir duquel ça ne fera plus mal, parce que le problème qui est devant nous ne peut plus durer. Et plus grave encore que le mal qu'on leur fait. Voilà. Oui. Deux petites questions et puis une peut-être complexe. La première, c'est le pourcentage des votants par rapport à la population, en général. On a vu des différences d'abstention, etc. Mais qui vote ? On a plus de 18 ans, mais mettons, moi j'ai plus de 18 ans, je ne vote pas, je ne suis pas sur une liste électorale. Alors on considère... Alors d'abord, tous les gens en France ont le droit de vote, sauf à partir du moment où ils ont la nationalité française, plus aux élections municipales et européennes, les citoyens européens, comme on dit. Donc les gens qui sont... Un Estonien, par exemple, a le droit de vote aux municipales parisiennes. Voilà. Mais en revanche, comment dirais-je, la concierge algérienne qui est là depuis 30 ans, elle n'a pas le droit de vote. Alors que la starlette bulgare, qui est installée depuis un an, a le droit de vote. Donc, ça, c'est... Alors, à part ce détail-là, tous les Français ont le droit de vote. Simplement, sur 100 Français de plus de 18 ans, on estime qu'il y en a 15% qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales comme vous. Et l'abstention Bon. est mesurée par rapport aux inscrits.
Et l'abstention est mesurée par rapport aux inscrits. Ça veut donc dire effectivement que, par exemple, c'est ce que je disais l'autre fois, je ne sais plus où, au cours des 3 dernières consultations nationales qui ont eu lieu en France, c'est-à-dire les européennes de 2009, les régionales de 2010, où il y a eu européennes où il y a eu 61,1% d'abstention, vote blancs et nuls, les régionales de 2010, où il y a eu un taux d'abstention qui était de 58 ou 59%, c'était du jamais vu, et les cantonales de 2011, où on a atteint 56% d'abstention, ce qui était du jamais vu non plus. Sur ces 3 élections nationales, on considère, si on prend la population française générale, il y a donc sur 100 personnes que vous croisez dans la rue qui sont de nationalité française, il y en a 15% qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, donc qui ne se sont pas exprimés. Il y en a eu sur ces élections, il y en a en gros 50% qui se sont abstenus. Cette fois-ci, je rapporte à la population générale, donc il faut augmenter de 15% le 1. 50% qui se sont abstenus et 2 à 3% qui ont voté blanc et nul. Alors 15 plus 50 plus 2, ça fait 67, c'est-à-dire exactement 2 tiers. Ça veut dire qu'actuellement, dans la rue, quand vous croisez les gens dans la rue, au vu de ce qui s'est passé au cours des 3 dernières élections, il y a 2 Français sur 3 qui ne votent plus. Et ça veut dire également qu'au cours des 3 dernières années, le Front National a représenté 8 à 9 Français sur 100 qui sont allés voter pour pas le Front National, le PS, pardon. 8 à 9 Français sur 100 sont allés voter PS. Un petit peu moins UMP. 7 à 8 Français sur 100 sont allés voter UMP. 4 sont allés voter Front National. Et 3 sont allés voter EELV et à peu près autant Front de gauche. Ça veut donc bien dire, c'est ce sentiment d'ailleurs que vous avez, si vous avez un petit peu d'intuition ou de flair, ou que vous sentez un petit peu les choses, ce sentiment que le grand débat politique, en fait, a quelque chose d'un petit peu irréel, un petit peu comme si c'était une autre planète. Ben oui, parce qu'en fait, il y a 2 tiers des Français que ça ne concerne plus vraiment. Alors, normalement, aux élections présidentielles, vous avez vu le rappel que j'ai fait tout à l'heure, normalement, nous devrions avoir, s'il y a une très forte participation, nous devrions avoir 15% d'abstention. S'il y a une participation moyenne, on devrait avoir 20% d'abstention par rapport aux inscrits. S'il y a un désintérêt de l'opinion, on devrait avoir 25%, 28%, 30%, ça serait du jamais vu. On n'a jamais eu au premier tour, vous avez vu ce que j'ai rappelé, on n'a jamais eu 30% d'abstention au premier tour parce que ce sont les présidentielles. Alors que c'est 61% aux européennes. Si d'aventure on dépassait les 30% comme certains sondages semblaient l'indiquer, ça serait un véritable signal d'alarme. Si en plus de ça, parce que ça voudrait dire que 15% des Français n'ont pas voté, ne sont pas inscrits, et qu'en plus 30% des inscrits ou 30 se sont abstenus. Voilà. C'est quand même au bout du compte un véritable problème de légitimité des personnes élues. Clairement. Avez-vous déjà voté nationalement ? Comment ? Avez-vous déjà voté nationalement Est-ce que moi j'ai déjà... Oui. Est-ce que j'ai déjà, moi, voté nationalement ? Oui. Bah, oui. Pour le président Ah oui. le président. D'accord. Oui. Ah non, mais moi je suis inscrit sur les listes électorales. J'ai voté en général, pas à toutes les élections, mais j'ai voté à certaines, à la plupart des élections, oui. Est-ce mais que ça c'est fait quand même, j'ai un peu tendance à aller moins voter depuis quelques temps. Est-ce que c'est indiscret de demander qui ? T'as demandé quoi ? Ah oui, c'est indiscret. Très bien. Ouais. C'est bien. De toute façon, il n'y aurait pas de grand mystère parce que je suis comme je suis, mais je n'ai pas forcément à vous dire pour qui j'ai voté. Oui, j'ai été dans des cabinets ministériels de centre droit, enfin de droite. Écoutez, j'ai été au cabinet de M. de Charette aux Affaires étrangères. Est-ce que M. de Charette était plus à droite que M. Kouchner ? Ça n'a pas de sens. Oui. Je veux dire, moi je suis désolé, Non mais M. Kouchner a couvert de son autorité des interventions comme au Kosovo par exemple. Vous savez que Voilà. Voilà, donc moi voilà, donc ce que je veux dire c'est que les trafics d'organes de Hassim Tachi au Kosovo, les interventions quand même au Moyen-Orient. Moi, je me rappelle quand même que ce n'était pas mon dossier. Moi, je me suis jamais occupé personnellement des affaires du Moyen-Orient. Moi, mon sujet, c'est l'Asie.
et l'Océanie et l'Amérique latine, et puis les questions économiques internationales et de commerce extérieur. Mais par exemple, en matière de comment dirais-je, je sais qu'au Moyen-Orient, M. de Charette, vers 96-97, avait beaucoup fait de navette entre Israël, l'État palestinien embryonnaire, la bande de Gaza, etc. Il s'était beaucoup investi d'une façon qui avait été, me semble-t-il, appréciée comme étant neutre, par exemple, sur le sujet, plus que l'ont été ses successeurs. Voilà. Et puis sur beaucoup d'autres sujets, on ne peut pas dire... Je ne suis pas là pour défendre M. de Charette. M. de Charette, il trouve que j'ai été son collaborateur. C'était en 1980, ça s'est terminé en 1997, c'est-à-dire il y a 15 ans. Donc je me permets d'insister sur le fait que depuis 15 ans, j'ai personnellement évolué. Je n'ai plus de relation avec M. de Charette. D'ailleurs, je pensais déjà il y a 15 ans ce que je pense maintenant. J'ai déjà eu l'occasion de raconter des anecdotes au sujet de l'euro, puisque je lui avais déjà dit ce que je pensais de l'euro et qui avait été confirmé lors d'un entretien avec Lee Kuan Yew, le père fondateur de la cité-État de Singapour, quand on avait fait une visite officielle à Singapour. Mais j'en parlerai peut-être avec ceux qui viendront prendre un verre tout à l'heure, lorsque nous aurons fini, parce que ça serait un peu débordé du sujet. Nous avons encore 20 minutes, nous dit-on. Merci. Allez-y. J'ai une question. Je vois Monsieur Asselineau. Ouais. Plus fort, plus fort. Vous m'entendez là? Oui. Ok, super. Je ne sais pas si ça marche très bien. Bon, j'ai vu quasiment toutes vos conférences sur Internet ou en vrai. Je suis convaincu, je dirais même conquis. D'ailleurs, juste pour me faire plaisir, je suis membre du parti, on va l'appeler comme ça, depuis 5 jours, je crois. Bon, donc parfait. La question que je me pose, c'est que... C'est comment votre nom, ça? Mordeau. Jean-Luc Mordeau, voilà. De Paris, 20e. 19. 19. D'accord. On est si peu que ça, C'est mon ordinateur pour se souvenir du département. Non, je plaisante parce qu'en fait, je me permets d'insister sur le fait que nous avons maintenant tellement d'adhérents que je découvre, il y a des gens qui disent je suis adhérent. Et je dis, vous appelez comment? Ah bon? Je dis, ah bon, très bien. Alors après, je vais vérifier quand même pour me dire est-ce que c'est vrai, et c'est toujours vrai. Donc je ne connais plus individuellement les gens. Donc c'est quand même une bonne chose. Non, je me dépêche. Je suis convaincu, conquis par vos raisonnements très très pertinents sur l'Europe. Ma question, c'est pas une question, c'est une interrogation, parce que j'arrive pas à trouver une source et un lien tangible. Voilà. La question, c'est pourquoi nos élites, nos chefs politiques, depuis maintenant 30 ans, et pas que les nôtres en France, mais ceux de l'Europe, ont un entêtement extraordinaire à se mettre, à aller droit dans le mur, à se diluer, à s'effacer, à se soumettre aux banques. J'arrive pas à avoir une raison valable là-dessus. Alors vous avez bien raison de poser cette question, puisque quelqu'un qui est un prix Nobel d'économie a posé la même question, vous l'avez vu il y a 2 jours, qui était Paul Krugman, qui dit mais qu'est-ce que donc les dirigeants européens ont-ils? C'est le syndrome des lemmings. Vous savez, d'ailleurs, il paraît que c'est une blague, le fait des lemmings, enfin bon. Vous savez, cette espèce de suicide collectif. Moi, je crois que la réponse, d'abord, je ne sais pas. Ce que moi, je sais, en tout cas, ce que j'ai vu de mes yeux vus, c'est que si vous dites ce que je dis, vous vous retrouvez là où je me retrouve. C'est-à-dire dans les catacombes de Sainte-Calixte. Bon, voilà. Donc les autres, ils le savent. Bon, d'abord, ce qui est vrai, c'est que tout le monde ne se pose pas toujours de questions. Moi, quand je suis sorti de l'ENA, 2e, c'était bien sorti. Je prends l'inspection générale des finances, je fais mes 4 ans d'inspection générale. Après ça, je vais passer 2 ans en mobilité dans une banque. Après ça, je reviens à Bercy, à la direction qui s'occupait du commerce extérieur, et je suis nommé chef de bureau. Ça fait un peu rond de cuir, je suis désolé, mais à Bercy, c'est un poste très important. Chef de bureau, c'est juste en dessous de sous-directeur. Je suis nommé chef du bureau Asie-Océanie. Bien. C'était ma zone de prédilection. J'avais vécu au Japon. J'étais heureux comme un pape. Enfin, je ne sais pas si les papes sont heureux, d'ailleurs. C'est encore un autre problème depuis Vatican II. Donc j'étais très content. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que moi, j'arrive, je prends mes fonctions, puis je vois arriver les trucs. Il fallait que je m'occupe de la commission mixte franco-indienne. Ce sont des redoutables négociateurs, les Indiens. Dans toute la diplomatie française, on parle des 3 I.
Irak, Iran et Inde. Ce sont les 3 pays dont les gens s'arrachent les cheveux parce qu'on a affaire à des négociateurs extrêmement redoutables dans ces 3 pays. Bon. Donc les Indiens sont des négociateurs nés et c'était difficile. Et qu'est-ce que je fais? Je demande qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, j'avais beau être sorti deuxième, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'était comme ça sur tous les sujets. Je demandais à qui? Je demandais à mon sous-directeur, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la doctrine maison? Voilà. Et donc, insensiblement, c'est comme si vous arrivez, si vous faites le changement de métro à Montparnasse, vous passez sur un tapis roulant et vous vous retrouvez avec les gens que vous n'avez pas choisis, mais c'est comme ça, vous êtes là-dedans. Et vous allez dans une direction, si vous vouliez aller ailleurs, vous êtes là-dedans. Donc c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, je faisais finalement ce qu'on attendait que je fisse. Bon. Alors ce qui m'a différencié peut-être des autres, c'est que... Mais ça, c'est parce que je suis comme je suis. C'est-à-dire que je me suis dit, par moments, mais au fond, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, s'agissant de défendre les intérêts en Inde, c'était assez naturel. Mais sur d'autres sujets où je voyais, par exemple, qui me concernaient moins, voire pas du tout, comme notamment les questions de négociations commerciales qui devaient aboutir aux accords de Marrakech créant l'Organisation mondiale du commerce, c'était pas du tout mon sujet, mais j'avais une amie qui était donc la chef de bureau compétente sur le sujet. En plus, elle était très, très compétente, elle l'est toujours d'ailleurs. Donc c'était... Parce que le commerce multilatéral, c'est une vraie discipline. Et je voyais que la France prenait des positions qui étaient des positions, en fait, pour faire plaisir aux autres pays de l'Union européenne. Et comme je regardais ces sujets, je me disais, mais... Je me posais des bonnes questions. Je me disais, mais pourquoi on prend des décisions de démantèlement? On va ruiner notre industrie. On va ruiner notre industrie textile, il y a des quantités de choses. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai commencé à poser des questions aux sous-directeurs, à mes autres chefs de bureau, mes collègues, et je m'apercevais que la seule réponse que j'avais, c'était on fait ça parce qu'on a toujours fait ça. On fait ça, et au bout du compte, l'ultima ratio, c'était on fait ça parce qu'on est dans la construction européenne. Et de toute façon, il faut négocier avec les autres, puisque de toute façon, on va fixer un mandat au négociateur européen qui lui-même devra ensuite faire des négociations. Donc de fil en aiguille, je me suis dit, mais en fait, dans cette administration où je suis, personne ne s'intéresse aux questions stratégiques. Personne ne se pose des questions, par exemple des questions toutes bêtes, mais vous savez, ce sont toujours les meilleures. Pourquoi est-ce qu'on est pour l'OMC, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on est pour les démantèlements? Pourquoi Quels sont les avantages, les inconvénients? Je n'avais jamais vu à Bercy un dossier avantage-inconvénient, par exemple, de tel ou tel truc. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Oui, vous n'êtes pas très atlantiste. Et je voudrais savoir ce que vous pensez de DSK, ce qu'il s'est passé. J'ai l'impression que ce n'est plus en France que l'on choisit les présidentiables, les candidats, mais ailleurs. Il y a quelque chose de plus puissant que l'Amérique maintenant, qui est en pleine gadoue. J'ai vécu là-bas. Hein. Je précise aussi, je me présente, je suis candidat à la présidence de la République. J'ai eu 0 parrainage et j'étais vraiment étonné de la facilité avec laquelle on peut s'enregistrer. Il suffit de venir à la préfecture. Et après, j'ai compris pourquoi. Et j'ai même insisté pour leur demander, mais vous voulez même pas de ma carte d'identité? N'importe qui aurait pu venir avec mon nom et tout. Il est absolument impossible de se faire connaître. J'ai essayé d'inscrire mon nom dans Wikipédia France. 2 minutes après, c'était effacé. C'était absolument impossible. Bon, mais enfin, ça, c'est mon affaire personnelle. Ma question est, au sujet de DSK, moi, je pense que c'est un coup monté, et nous sommes des millions à le penser, je crois. Mais je ne sais pas trop par qui. Je pense aux BRICS. Mais est-ce que ça veut dire que... Et vous connaissez beaucoup de gens en Asie, au Brésil, je l'ai lu dans votre biographie. Vous connaissez aussi un peu la Russie. Êtes-vous pro-BRICS ou et puis donc anti... Alors moi je vais vous répondre un peu en se basant sur l'affaire DSK. Quel est votre point de vue? Alors moi je vais vous répondre. Et il y a une deuxième question. Je vais vous répondre. Je sais que depuis que j'ai créé l'UPR, je fais toujours cette réponse qui frustre un certain nombre de personnes. La réponse que je fais, c'est que je pense qu'il faut être ni myope, ni presbyte. La grande majorité de nos concitoyens sont myopes, c'est-à-dire qu'ils croient que les dirigeants français sont les mêmes que ceux des années 60, c'est-à-dire qu'ils dirigent. Or, ça n'est pas vrai. Comme le disait Philippe Boursier de Carbon,
En réalité, la plupart maintenant sont des paltoquets. Et je ne suis pas non plus, donc il faut voir ce qu'il y a derrière. Et je ne suis pas non plus presbyte parce que il y a des gens qui recherchent les causes ultimes et ça n'en finit pas. Et ce que je voudrais dire à cet égard, je prends l'exemple de 1940. En juin 40, le 18 juin 40, De Gaulle a fait un appel à poursuivre la résistance et à combattre l'Allemagne. De Gaulle n'a pas créé un club de réflexion pour se poser la question gravement de savoir, mais finalement, qui est-ce qui finance Hitler? On apprend maintenant, ces jours-ci, ces années-ci, on apprend le livre de Sutton que Hitler a été financé par des intérêts américains, notamment la famille Bush, etc. Mais qu'est-ce que ça aurait changé de savoir ça? C'est-à-dire que moi, j'ai créé non pas un club de réflexion qui veut aller jusqu'au bout des choses. Je sais très bien, j'ai lu, hein, j'ai les yeux ouverts, les oreilles. J'ai lu les livres de Pierre Hillard, j'ai lu des tas d'autres livres. Mais voilà. C'est pas la réponse à ma question. Non mais attendez. Est-ce que c'est un obsédé sexuel ou mais est-ce non, que c'était le président Le président qui devait être élu par la France, avec 55% des sondages, c'était déjà annoncé clair au nez, et tout d'un coup il disparaît. Bah, écoutez, moi, vous me demandez mon avis personnel. Mon avis personnel, au risque de vous surprendre, je pense que ça n'est pas un coup monté. Voilà. Maintenant, je peux me tromper. Moi, je pense que ce qui me fait dire ça, c'est qu'il y a toutes les affaires qui sont sorties après, qui tombent comme par avalanche. Voilà. Oui. Mais donc, je peux me tromper. Bon, je peux me tromper, mais en fait, je veux dire, il était, si j'ose dire, sur la corde raide. Et bon, et donc, on a utilisé ces penchants. Oui, mais c'est possible. Mais moi, mais vous me demandez mon avis. C'est possible que ce soit un coup monté. Moi, à mon avis, ça n'en est pas un. Ce qui me donne à penser que ça n'en est pas un, ou en tout cas qu'il y a des gens qui ont été pris très à contre-pied, c'est par exemple l'évolution des sondages bidouillés pour Mme Le Pen. Puisque ce qui avait été prévu au programme, c'est que M. de Strauss-Kahn soit élu. Or, pour faire élire M. Strauss-Kahn, il fallait quand même se lever de bonne heure, parce qu'il était quand même le représentant de la gauche, qui était quand même le pape du capitalisme mondial, puis c'était le directeur général du FMI quand même. Bon, et donc, oui, mais enfin, Sarkozy n'était quand même pas directeur général du FMI. Donc je pense qu'il fallait qu'il y ait Mme Le Pen qui soit... L'idéal aurait été un deuxième tour Le Pen-Sarkozy, parce qu'à ce moment-là, Le Pen-Strauss-Kahn, parce que Strauss-Kahn était élu. C'était ce qui était prévu. Donc Mme Le Pen avait été donnée à 23, 24... Je rappelle les sondages du 5 et 7 mars 2011. Absolument. Mme Le Pen a été donnée à 23 puis à 24% par un institut qui s'appelle Harris Interactive, qui est situé aux États-Unis d'ailleurs. Bon. Et puis 15 jours après, il y a eu des élections cantonales et le FN a fait 15%. Donc il y a eu un décalage total. Après, il y a eu l'affaire DSK au mois de mai, et d'un seul coup, il n'y a plus de sondage pendant et puis après ça, Mme Le Pen avait perdu d'un seul coup 10 points. Et elle passait plus dans les médias. Donc il y a eu, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, moi ce que je vous dis, c'est un avis personnel, je ne sais pas ce que ça vaut, je pense que ça n'est pas un traquenard, je pense qu'il est tombé comme ça. Maintenant, je peux me tromper, de toute façon, ça n'a pas, je pense, une très grande importance là-dessus. Ce qui est important, c'est de voir qu'il n'a pas été candidat. Bientôt. L'important, c'est qu'il n'a pas été. Voilà, mais si vous voulez, Hollande est un clone, si j'ose dire, de Strauss-Kahn. Un clone, oui, d'accord. Non, mais c'est le même genre. Bon, la deuxième question qui a un léger rapport avec la première, parce que je me réfère encore aux puissances financières, qui pour moi se trouvent en Chine, en Russie et un peu au Brésil, et qui... N'oubliez pas la City. Non, elle est en dessous. Je pense que le groupe de Bilderberg s'est fait manger financièrement par des puissances plus... Il y a une hiérarchie des puissances financières. Les plus riches commandent. Voilà. Vous avez déjà pris la parole 2 fois, monsieur, je continue. Donc, quand vous serez chef de l'État, non pas par élection, mais peut-être par un coup de force, on ne sait jamais, s'il y a une révolution... Si vous étiez en situation, pour être plus sérieux, que feriez-vous de cette dette publique? Parce que pour moi, c'est le seul moyen de tuer ces gens-là et de se libérer. Vous la payez? Parce que moi, je suis comme Poutou. Je ne la paye pas. Je ne paye pas un truc virtuel que je ne dois pas et que la France ne doit à personne et qu'elle a déjà remboursé. Nous payons des intérêts et c'est une chose exponentielle, c'est un piège. Si on a oublié déjà la Grèce, on aura bientôt l'Espagne. Et
Je me suis déjà exprimé sur cette Voilà, j'ai question. fini. Ouais, Voilà. bah alors, vous la payez pas? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, je vous renvoie à mon programme présidentiel. J'ai dit que il y avait 3 grands sujets en France qu'il fallait mettre sur la table après une élection, qui serait l'immigration, qui serait l'énergie et qui serait la dette. Puisque ce sont 3 sujets qui préoccupent nos concitoyens et sur lesquels il n'y a jamais eu de sujet. C'est toujours des débats empoisonnés, avec des arrière-pensées, avec des tas de trucs. Voilà. Et donc je propose, en matière de dette, de faire ce qu'ont fait les Islandais, où ils ont eu un grand débat, et puis que l'on mette sur la table. N'est-ce pas? Parce que moi, je me vois mal. Moi, je suis quelqu'un de, comment dirais-je, de réaliste politiquement. Moi, ce qui me permet de dire que je ferai sortir la France de l'Union européenne, c'est que je me serais fait élire sur ce projet. Les gens qui disent, parce qu'il y a des gens qui se croient plus malins que moi, qui disent « mais vous allez voir, Mélenchon va faire ci, va faire ça, il va sortir de l'euro », parce que mais ça, il parle, mais il fantasme. Parce que M. Mélenchon, il se fait élire justement sur le fait qu'il veut rester dans l'euro. Donc, si M. Mélenchon, pour parler de lui, voulait sortir de l'Union européenne, mais il n'aurait aucun soutien, parce qu'il aurait toutes les forces contre lui, mais en plus de ça, face à ces forces importantes, c'est le moins que l'on puisse dire, qui font que je suis dans cette, comment dirais-je, catacombe de Sainte-Calixte, eh bien, ces forces sont très importantes. Et si en plus vous vous faites élire sur le fait que vous êtes d'accord avec elles, comment ensuite pouvez-vous faire le contraire? Le seul moyen, c'est de se prévaloir d'un mandat du peuple. Parce que si vous avez un... Regardez ce que fait Chavez, regardez ce que fait Mme Kirchner en Argentine. Ce sont des gens, ils ont des opposants, hein. Ils ont des opposants, mais ils ont quand même une large majorité qui les soutient. Donc ce qu'il faut, c'est par exemple sur ces questions de dette, il faut qu'il y ait un grand déballage et que l'on explique aux Français, parce qu'actuellement, ce que vous dites, je suis convaincu aussi que là-dedans, sur cette dette, il y en a une grosse partie qui est une part qui est imaginaire, qui est une part qui est virtuelle, qui sont des... Mais encore faut-il l'expliquer aux Français qu'il y ait un grand débat, que l'on fasse venir à la télévision française des banquiers et puis des contre-experts qui ne soient pas des imbéciles ou des crétins, hein, parce qu'en général c'est comme ça qu'on s'arrange en France, là, oui, ou des vendus, c'est-à-dire des gens qui posent les bonnes questions et puis que le peuple juge. Voilà. Parce qu'avec 45 milliards par an, il y a de quoi renflouer la Sécu et tout mais ça. Je sais bien. Mais écoutez, vous voyez bien quand même, de quel côté penche mon cœur, puisque je cite l'Islande, je cite l'Argentine. J'ai rappelé il y a 2 jours que M. Nestor Kirchner, le défunt président de la République argentine, a quand même décidé en 2001, du jour au lendemain, de dire sur les 100 milliards de dollars que l'Argentine doit, il y en a 3/4 que nous ne rembourserons pas. D'ailleurs, c'est en fait ce qui se passe. Regardez même ce qui s'est passé avec la Grèce. Ce sont même les banques elles-mêmes qui ont été d'accord pour faire un trait sur quand même une partie tout à fait significative. Donc, et tout le monde sait actuellement, tout le monde sait actuellement partout, enfin les gens qui réfléchissent à ça, tout le monde sait que les grands pays occidentaux, il n'y a pas que la France, ne seront pas en mesure de rembourser ces endettements. Oui, les banques anglaises et hollandaises, enfin néerlandaises, qui n'ont pas été remboursées par l'Islande, se sont vues... elles ont retrouvé la confiance, parce que l'argent c'est de la confiance. Elles sont passées du rouge au vert et elles sont florissantes. C'est de l'économie réelle. Elles sont retombées dans l'économie réelle. Quant à l'Islande, c'est pas la France, on ne peut pas comparer. C'est l'addition 320 000 personnes, c'est 3 arrondissements de Paris, les 3 plus gros. Et en plus, ils sont assis sur un nid d'énergie inépuisable et renouvelable. Bah oui, l'énergie de nos jours, ça compte. J'ai travaillé 13 ans dans la pétrochimie. En 90, j'étais bien entouré d'ingénieurs et de directeurs, de hauts directeurs. Hein, j'étais à la Défense. Et je leur disais, en parlant de l'avenir de notre boîte, pas du reste, quand il n'y aura plus de pétrole, qu'est-ce qu'on fait? Ils me répondaient en général des conneries du style, on sera tous morts. Et avec des ingénieurs sérieux, ils me disaient, ça va être le chaos. Parce que 90% de l'économie mondiale repose sur le pétrole, directement ou indirectement. Et nous y sommes. J'ai plus de questions. Je crois qu'il va falloir s'orienter vers la sortie.